vous le savez, est marquée par des commémorations diverses, d'événements qui ont tous influé, peu ou beaucoup, sur la vie de la France et des Français au cours du XXe siècle. Ainsi en est-il du 70e anniversaire de la libération nationale de notre pays et des combats qui l'ont permis à l'été 1944. Également, le 15 mars 1944, le programme du Conseil national de la résistance qui a été adopté dans la clandestinité et qui annonçait non seulement la libération, mais le redressement de notre pays, le rétablissement de la démocratie et les grandes conquêtes sociales de l'immédiate après-guerre, 1945-1947. Et puis 2014, c'est aussi le centenaire du déclenchement du premier conflit mondial du XXe siècle et bien sûr de l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914 à Paris. Donc 2014 est l'année Jaurès aussi. Et en cette circonstance, les uns et les autres célèbrent le grand républicain dont le corps repose depuis 1924 au Panthéon et rendent hommage au tribun du peuple des usines, des mines et des champs, et même de la vigne, aux rassembleurs aussi des socialismes français qui voulaient changer le monde, qui voulaient changer la société, enfin aux pacifistes morts assassinés, qui voulaient épargner à ses contemporains, à ses frères humains, l'hécatombe qui allait ravager l'Europe pendant 4 ans et faire quelques 10 millions de morts entre 1914 et 1918. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je vais exposer ici et maintenant 3 vies de Jaurès que j'ai choisi de vous présenter. Alors, en premier lieu, je vais rappeler qui était Jaurès et dans quel contexte économique et social, politique et idéologique il aura vécu ces 3 vies. J'évoquerai en second lieu le grand intellectuel qu'il était, le tribun du peuple et l'unificateur du socialisme français, et je conclurai mon propos par la 3e vie que lui donne en fait la postérité, c'est-à-dire que nous lui donnons, que lui ont donné les générations qui l'ont suivi, et 100 ans après sa mort, effectivement, comme je le disais, pourquoi, c'est la question, et en quoi Jaurès nous parle, et parle tout particulièrement à celles et ceux qui mettent leur pas dans les siens et qui ont la volonté, aujourd'hui, comme lui, de changer le monde, ou du moins changer déjà la société dans laquelle ils vivent. Évidemment, je ne suis pas Jean Jaurès, lui qui était capable de tenir en haleine un auditoire pendant 3 heures d'affilée sans aucune note. Je ne suis pas Jaurès aussi, avec votre permission, je soutiendrai cette causerie qui lui est consacrée avec mes notes personnelles. Donc, Jaurès, l'homme politique, qui est Jaurès? Eh bien, Jaurès est un homme politique au sens noble du terme. Il est un battant, il est un homme qui lutte pour ses idées, pour des objectifs précis ou généraux, pour une conception de la société, comme il le dit lui-même, débarrassée des iniquités sociales. Il veut la faire partager aux autres, cette conception, et il est une des figures majeures de l'histoire de la gauche française, mais aussi de la gauche internationale. Né à Castres, sous le Second Empire de Napoléon III, en septembre 1859, il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie, vieille bourgeoisie tarnaise, mi-paysanne, mi-commerçante, ayant connu des revers de fortune paternelle, mais où l'on trouve tout de même un enseignant, un médecin, 3 amiraux, dont l'un fut député, puis sénateur inamovible et ministre de la Marine, remarqué pour ses qualités intellectuelles et ses bons résultats scolaires. Il sera élève boursier au lycée Louis-le-Grand à Paris, bachelier en 1876, bachelier donc en 1876,
reçu premier à l'école normale supérieure en 1878 devant un futur philosophe rationaliste intuitionniste Bergson et troisième à l'agrégation de philosophie en 1880. Il débute sa carrière politique comme député du Tarn en 1885 sous l'étiquette républicaine. Il est battu en 1889. Il est réélu député sous le drapeau du Parti ouvrier français que dirige alors Jules Guesde, mais il est battu une nouvelle fois aux élections de 1898 et retrouvera son siège en 1902. Il sera constamment réélu jusqu'à sa mort en 1914. Comme Émile Zola, dans son fameux J'accuse, publié en janvier 1998 par le journal L'Aurore, que dirigeait alors Georges Clemenceau, il prit publiquement position dans un livre intitulé L'épreuve pour la reconnaissance de l'innocence du capitaine Alfred Dreyfus, injustement condamné, déshonoré, emprisonné à l'île du Diable pour un acte d'espionnage au profit de l'Allemagne qu'il n'avait pas commis. Jaurès, on le sait, lutte aussi pour l'unité politique du mouvement ouvrier français international. Il fonde en avril 1904 le journal L'Humanité, grâce à une souscription à laquelle participe la famille Rothschild en reconnaissance de son engagement personnel dans l'affaire Dreyfus. En 1905, il est l'un des principaux artisans de la création du PSU, Parti Socialiste Unifié, SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Pacifiste internationaliste et patriote, il tente jusqu'au bout d'empêcher la guerre mondiale dont il dénonce inlassablement la puissance destructrice. Il en pressent d'ailleurs les risques depuis la guerre russo-japonaise de 1904, puis l'affaire de Tanger en 1905, puis celle d'Agadir en 1911, qui opposent la France et l'Allemagne déjà au sujet de la colonisation du Maroc, ainsi qu'en 1912, au moment de la première guerre des Balkans. Son pacifisme militant, on le sait, conduit à son assassinat prémédité par un nationaliste fanatique, Raoul Villain, le 31 juillet 1914 au Café du Croissant, rue Montmartre à Paris. Jaurès avait 55 ans. Après une incarcération de près de 5 ans à la prison de la Santé, son assassin bénéficiera contre toute attente et au grand scandale de la gauche et de l'extrême gauche française, à l'issue de son procès en 1919, d'un verdict d'acquittement. Au terme d'une existence, c'est une parenthèse, aventureuse et oisive, Raoul Villain s'installera à Ibiza, dans les îles Baléares, où il végète en vendant des bibelots aux touristes. Oublié et dérangé mentalement, les habitants du lieu l'appelaient le fou du port, c'est là qu'il trouvera une mort violente au début de la guerre d'Espagne. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été projeté ce matin, le documentaire où on attribue aux républicains espagnols son exécution. En réalité, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que je préfère dire qu'il rencontre une mort violente au début de la guerre d'Espagne, effectivement en 1936, et dans des conditions demeurées obscures, puisqu'on ne sait pas si, effectivement, certains ont dit que c'était un groupe anarchiste qui l'avait exécuté, l'ayant reconnu, et d'autres disent que c'est tout simplement qu'il a été victime, ainsi que d'autres habitants, d'un bombardement de l'île d'Ibiza. On sait que l'assassinat de Jean Jaurès, la veille de la mobilisation générale, précéda de 3 jours le déclenchement du premier conflit mondial. Et cette circonstance a fait dire à certains qu'il était le premier mort de la Grande Guerre. Ainsi, au lendemain de sa mort brutale, la poétesse Anna de Noailles célébrera ce héros tué en avant des armées. Alors cette causerie s'inscrit évidemment dans une conjoncture commémorative, je l'ai dit, qui capte l'attention sur beaucoup de commémorations et sur la Première Guerre mondiale. On sait que l'été et l'automne 1914 furent particulièrement sanglants et les morts nombreux, notamment parmi la jeunesse mobilisée de notre département de la Haute-Loire. Et j'aurais pu
en cette année Jaurès, rajouter aux trois vies dont je vais parler, une quatrième, évidemment, celle du pacifiste internationaliste, puisqu'aussi bien Jaurès aura été l'adversaire politique de cette guerre le plus déterminé, et que sa mort violente est liée à ce combat pour la paix qu'il a mené jusqu'à en mourir. Alors je ne l'ai pas fait parce que souvent, trop souvent, l'apôtre de la paix, le discours indiscutable de la paix, l'humaniste internationaliste, laisse dans l'ombre le brillant intellectuel, le professeur de philosophie, l'historien de la Révolution française, le grand journaliste et l'orateur charismatique à la voix d'or ou d'airain, qui mit sa pensée, sa parole et ses actes au service des travailleurs et de l'unité du socialisme français à la charnière des 19e et 20e siècles. De même, on ne s'étonnera pas si j'ai renoncé à m'intéresser à sa vie privée, car aux grandes dames de ses biographes, généreux en tout, Jaurès fut avare de son moi. Non seulement il ne montrait aucun goût pour les mondanités, mais encore son engagement politique de tous les instants, qui était tout pour lui, mit au second plan une vie familiale, somme toute banale. Il s'était marié en 1886 à Louise Bois, fille unique de petit négociant d'Albi. Il était père de 2 enfants, une fille, Madeleine, et un fils, Louis. Ce dernier, devançant l'appel, mourut héroïquement à Pernan, dans le département de l'Aisne, au cours de l'offensive Ludendorff du 3 juin 1918. Jaurès, l'intellectuel, Jaurès, le tribun du peuple, l'unificateur du socialisme français, inscrit sa réflexion et son action politique dans une société française en pleine mutation, une société qui se trouve également confrontée à la question sociale et que traversent des courants idéologiques et politiques très divers. Un rappel du contexte général s'impose donc à travers un bref tableau de la France entre 1880 et 1914. Retenons avant toute chose la première et la seconde révolution industrielle, l'essor du capitalisme, qui va de pair avec l'exploitation sauvage du travail humain et ses répercussions sur les conditions de vie des masses laborieuses, et ceci expliquant cela, un mouvement ouvrier renaissant après l'écrasement des communes en 1871 et qui s'affirme comme une force sociale, syndicale, politique incontournable. Alors quel est l'état de la France au temps de Jaurès ? Eh bien, la seconde moitié du XIXe siècle, le début du XXe siècle sont marqués par des innovations techniques et industrielles successives. Ainsi voit le jour la production mécanique d'électricité, le moteur à explosion utilisant le pétrole, l'industrie chimique, les moyens de communication nouveaux comme le télégraphe et le téléphone, des moyens de transport rapide comme les chemins de fer ou les bateaux à vapeur, lesquels entraînent des gains de productivité et favorisent les échanges internationaux. Le capitalisme bancaire est florissant. Paris, après Londres, est la 2e place financière du monde. Le taux de profit atteigne au début du XXe siècle le plus haut niveau de leur histoire, ce qui fait dire au ministre Aristide Briand en 1909 « l'or de la France ruisselle dans le monde ». De 1893 à 1914, une période de croissance succède à 20 années de dépression. L'économie française s'adapte avec dynamisme aux 2 révolutions industrielles, tandis que l'urbanisation lui assure d'autres débouchés que ceux des campagnes. La France est devenue un pays atelier, par exemple en 1913, avec une production de 45 000 véhicules par an. Son industrie automobile est au 1er rang mondial, avant les États-Unis. Son expansion coloniale outre-mer est achevée, enfin, avec 41 milliards de francs or de placements financiers à l'étranger, et notamment en Russie et dans les Balkans. La France est devenue également un pays d'épargnants et de rentiers qui entre dans une mondialisation déjà capitaliste que ralentira à peine la Première Guerre mondiale. Cette prospérité est produite par la force de travail d'une population laborieuse apparue avec la première révolution industrielle, celle du charbon et de la vapeur, celle de la fonte et de l'acier,
Et cette masse prolétarienne se constitue peu à peu en classe depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Quelle est-elle au temps de Jaurès et quelles sont ses conditions de vie? La France de l'époque compte alors 87 départements. L'Alsace-Lorraine étant allemande, vous le savez, depuis la défaite de 1871. Sa population représente près de 40 millions de personnes, dont 1 200 000 étrangers. Entre 1881 et 1914, notre pays se peuple certes de 2 millions d'habitants supplémentaires, mais cela représente en 34 ans moins de 59 000 habitants en moyenne par an. On constate donc une tendance à la stagnation démographique. La limitation des naissances a progressé dans la paysannerie comme dans la petite bourgeoisie. Si bien que ce vieillissement de la population et cette dénatalité vont contraindre l'économie française à recourir à une manœuvre étrangère venue du nord, de l'est et du sud de l'Europe. L'assimilation de ces immigrés, belges, allemands, suisses, italiens, espagnols, se fait assez rapidement, en dépit parfois de réactions violentes de xénophobie constatées parmi les travailleurs français que provoque une concurrence salariale sur le marché du travail organisé par les employeurs. Ainsi, à Aigues-Mortes, en août 1893, la population locale se livre au lynchage d'ouvriers italiens travaillant dans les salins du Midi. La population active atteint 53% de la population totale en 1911, soit 21 millions d'actifs environ. La proportion de la main-d'œuvre féminine y est de 37%. Alors, la structure socio-professionnelle qui fait quoi? En ce début du XXe siècle, le secteur primaire, classiquement, c'est l'agriculture. 8 780 000 agriculteurs, malgré son recul progressif, il pèse encore lourd dans l'ensemble de la population active, représente à peu près 42,7% de la structure. Il y a le secteur secondaire, celui qui nous intéresse un peu plus, celui de l'industrie, textile, métallurgique, sidérurgique, le bâtiment, les industries alimentaires, l'industrie du bois, et qui représente à peu près un tiers de la structure et qui est en constante évolution. Et enfin, le secteur tertiaire, celui qu'aujourd'hui on appelle le secteur des services, en fait, c'est surtout le secteur des services publics, des services domestiques, il y a beaucoup de domestiques en France à cette époque-là, les transports, la manutention et les professions libérales, qui représentent un peu plus du quart. Mais l'arrivée de ruraux et d'immigrés en quête de travail va augmenter fortement une classe ouvrière qui est elle-même déjà fortement urbanisée. Alors pour meilleure qu'elle apparaisse par rapport à celle effroyable que dénonçait le député Victor Hugo sous la Deuxième République, au début des années 1850, la condition ouvrière n'en demeure pas moins très difficile au temps de Jaurès. Et à partir de 1896, on constate que le taux de mortalité générale et infantile s'abaisse en France, ce qui est une bonne chose, et ce qui se traduit par un allongement de la durée moyenne de la vie. Cependant, on meurt en ville beaucoup plus qu'à la campagne, et bien plus dans les quartiers insalubres que dans les beaux quartiers. La classe ouvrière travaille 7 jours sur 7, entre 10 heures et 15 heures par jour. Elle s'entasse dans les taudis où la promiscuité, l'absence d'hygiène, le faible recours à la médecine, la sous-alimentation chronique, le froid, l'humidité sont les principales causes de la tuberculose et des maladies qui déciment les éléments de la population urbaine les plus fragiles économiquement et socialement. 6 à 7% seulement des ouvriers ont une espérance de vie supérieure à 60 ans. Et autour de 1900, celle de 45% des employés atteint à peine 40 ans. C'est en 1900 que la législation peut ou pas appliquée selon les entreprises fixe la durée des journées de travail à 10 heures pour les femmes et les jeunes gens âgés entre 16 et 18 ans. Cette durée est de 12 heures par jour pour les hommes, avec un maximum hebdomadaire de 60 heures. Les journées dans les grandes usines sont rendues plus dures encore par les débuts du chronométrage des cadences industrielles qui intensifient le travail.
Et c'est la loi du 13 juillet 1906, votée à la suite de la catastrophe minière de Courrières dans le Nord, laquelle a coûté la vie à plus d'1 millier de travailleurs du sous-sol, qui généralise le jour de repos hebdomadaire, le dimanche, très souvent, pour les ouvriers et les employés. Entre 1875 et 1905, soit en 30 ans, le salaire réel a progressé de 48%. Mais cette augmentation est souvent annulée par une hausse continuelle des loyers de l'ordre de 25% entre 1900 et 1914. Et malgré un cycle long de prospérité, l'économie française connaît une alternance de périodes de croissance et de dépression qui provoque une évolution chaotique des prix et le chômage, lui-même entraînant des baisses de salaire et de revenus. Louise Michel, l'institutrice communarde, devenue anarchiste après le dénouement sanglant de la Commune de Paris en 1871 et de retour de sa déportation du bagne de Nouvelle-Calédonie, peut en écrire dans un texte célèbre de 1887 intitulé « L'ère nouvelle », je la cite, « Les crèves de faim, les dents longues, sortent des bois, ils courent les plaines, ils entrent dans les villes, la ruche, las d'être pillée, bourdonne en montrant l'aiguillon. Eux qui ont tout créé, ils manquent de tout. » En écho, près de 20 ans plus tard, le 12 juin 1906, à la Chambre des députés, Jean Jaurès, s'appuyant sur les statistiques successorales publiées par le ministère des Finances, s'exclame « Messieurs, sur ces 176 milliards représentant la fortune totale des 36 millions de Français, 221 000 individus seulement possèdent à eux seuls 105 milliards et 15 millions d'individus ne possèdent rien. Voilà la contrepartie du néant social des prolétaires. » Tandis que le profit tiré de leur travail par le patronat et les grandes familles bourgeoises s'accroît de 200% pendant ce qu'on appelait la Belle Époque, grosso modo entre 1900 et 1914, un sentiment de frustration se grandit dans le peuple du travail ainsi que Jaurès désigne le prolétariat ouvrier, où une prise de conscience syndicale et politique devient de plus en plus aiguë. Un besoin de justice sociale, appelant une redistribution des richesses, pousse les travailleurs à s'organiser, à s'unir, non seulement pour faire valoir leurs revendications de conditions de travail et de vie meilleures, mais aussi pour contester la société capitaliste elle-même. Et c'est ainsi que les tensions sociales et politiques s'accentuent. En atteste dans les années 1880, d'une part, la renaissance d'un syndicalisme de lutte de classe et la création des bourses du travail, et d'autre part, la diffusion d'idées révolutionnaires remettant en cause le capitalisme libéral et la constitution de partis socialistes et de groupes anarchistes. Mais parallèlement et en contrepoint, en témoigne également, à partir de la fin du XIXe siècle et durant la République dite radicale, le développement du solidarisme et du coopératisme. Le premier, le solidarisme, visant à adoucir la condition ouvrière, et le second, le coopératisme, se présentant comme une alternative au système économique et social dominant. Les syndicats, je l'ai dit, se sont reconstitués peu à peu après la Commune de Paris. De fait, on compte 5000 syndicats en 1881, qui ont chacun une action autonome et corporatiste. Le gouvernement républicain tente de contrôler ce mouvement ouvrier en pleine croissance. La loi de 1884, dite loi Waldeck-Rousseau, du nom de son rapporteur et ministre de l'Intérieur de l'époque, apporte la reconnaissance légale de tous les syndicats professionnels, qu'ils soient ouvriers ou patronaux. Cette loi est accueillie avec méfiance par les militants ouvriers. En effet, entre 1864, sous le Second Empire, et 1884, sous la Troisième République, en 20 ans, 2700 condamnations ont été prononcées par les tribunaux pour participation à la grève. De même, le souvenir des méthodes policières du Second Empire et surtout de la répression des communards par la Troisième République d'Adolphe Thiers qui lui a succédé est présent. Et c'est pourquoi ces militants refusent le plus souvent de déposer les statuts de leurs syndicats en préfecture et de fournir les noms de leurs dirigeants. La plupart préféreront
longtemps encore continué à s'organiser en marge de la loi ou dans les bourses du travail. De son côté, le patronat utilise, lui, les avantages de la loi de 1884. On compte 1823 syndicats patronaux en 1897. Mais ce patronat, au nom du respect de la propriété privée des moyens de production, charbonnier étant maître dans sa maison, n'admet pas pour autant l'existence d'un syndicalisme ouvrier dans les entreprises comme organe de négociation. Par voie de conséquence, pour les salariés, la grève s'impose comme le moyen de pression essentiel. Des conflits longs et violents éclatent dès l'année de l'adoption de la loi Waldeck-Rousseau dans le Nord à Anzin en 1884 et dans l'Aveyron à Decazeville en 1886. L'unité ouvrière se forge à la fois dans la grève et grâce à une création originale du mouvement ouvrier français que favorise l'article 6 de la loi de 1884, les bourses du travail. En effet, cet article 6 énumère quelques-uns des services que les syndicats peuvent alors créer en toute légalité dans ces bourses du travail. Des bibliothèques, des cours d'instruction professionnelle, des bureaux d'information et de placement pour ceux et celles qui recherchent un emploi, des caisses de secours, mutuelles et de retraite linéaires et ouvrières. En 1895, on estime qu'il existe une quarantaine de bourses du travail en France qui rassemblent la moitié des travailleurs syndiqués d'alors, l'autre moitié adhérant à la Fédération nationale des syndicats constituée au Congrès de Lyon en 1888. Ces maisons ouvrières ou maisons du peuple, dont la construction ou l'octroi sont revendiqués par les militants syndicalistes, sont souvent concédées par des municipalités favorables à la cause ouvrière ou bien soucieuses de se concilier les votes populaires lors des élections, comme à Marseille, Nîmes, Toulon, Saint-Étienne ou Lyon. Les ouvriers de tous les métiers s'y rencontrent et s'entraident. L'influence libertaire, autrement dit anarchiste, y dominera longtemps. En 1886, la grève générale, comme arme suprême de la destruction du capitalisme, est proposée par un ouvrier anarchiste, Tortelier. Le Congrès des bourses du travail à Nantes, en 1894, en adoptera le principe, sur proposition de son secrétaire général, Fernand Pelloutier, et d'Aristide Briand, alors jeune avocat en révolte contre l'ordre bourgeois. Enfin, en 1895, il y aura donc bientôt 120 ans, à Limoges, un congrès commun réunit la Fédération nationale des 2314 syndicats de salariés, qui totalisent 430 000 membres, avec celle des bourses du travail. Il décide, ce congrès, la création d'une seule organisation, la Confédération Générale du Travail, la CGT, est née. La combativité de cette classe ouvrière organisée et unie se manifeste par des vagues de grève qui vont s'amplifiant dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe. À partir de 1906, on enregistre plus de 1000 grèves par an. Alors qu'au sommet de la société, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, une contestation radicale de la société capitaliste, à tout le moins une exigence de sa réforme, se répand au bas de la pyramide sociale. Car l'époque de Jaurès vient après celle de la diffusion en Europe et en France du manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Frédéric Engels, 1848, celle de la création de la première internationale des travailleurs, la proclamation des communes en 1871, dont la plus connue est celle de Paris. L'époque de Jaurès, c'est aussi celle de l'anarchisme et des socialismes utopiques, dont les précurseurs furent tout au long du XIXe siècle Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Auguste Blanqui, Louis Blanc, et enfin celle de la création de la deuxième internationale ouvrière, dite internationale socialiste. Au même moment émergent les doctrines solidaristes dans certains milieux de la bourgeoisie, ainsi que le christianisme social dans les églises catholiques et protestantes, où l'on s'émeut, pour reprendre une formule de Victor Hugo dans son roman L'homme qui rit, de ce que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Mais alors, le coopératisme de Charles Gide,
et se développent les expérimentations sociales et hygiénistes du pasteur stéphanois Louis Comte et du député républicain Jules Siegfried, principal animateur d'un mouvement en faveur du logement populaire qui aboutira à la création des HBM, Habitations Bon Marché, en 1912, préfigurant nos HLM modernes. Ainsi, Jean Jaurès pense et agit dans ce contexte économique et social et au milieu de ce foisonnement idéologique et politique. La résolution de la question sociale et le débat au sein du mouvement socialiste français profondément divisé sur les alternatives au système capitaliste dominant revêtent pour lui une importance décisive, au point que l'une et l'autre, la question sociale et l'alternative au capitalisme, vont déterminer l'existence même de Jaurès, et notamment son passage progressif d'une seule réflexion philosophique à l'action politique et à l'engagement socialiste. Car Jaurès est d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, un intellectuel à la fois et successivement philosophe de formation et de profession, historien et journaliste. La première vie de Jaurès aura donc été celle de l'étudiant brillant de l'école normale supérieure, le jeune professeur agrégé de philosophie du lycée d'Albi et de son école normale d'instituteur, puis du chargé de cours à la faculté des lettres de la ville de Toulouse, dont il sera d'ailleurs l'un des conseillers municipaux durant plusieurs années. Ayant retrouvé la tranquillité des travaux universitaires après sa défaite aux élections législatives de 1889, il va soutenir en Sorbonne, en 1892, une thèse complémentaire rédigée en latin sur les origines du socialisme allemand. Il souligne dans cette thèse autant l'influence des idées du réformateur religieux Martin Luther au XVIe siècle, pour qui l'argent détruit toute communauté humaine, que des philosophes idéalistes allemands comme Kant, Fichte, Hegel, et bien sûr, il y souligne l'influence de Marx. Cette thèse sera d'ailleurs traduite en allemand par la socialiste révolutionnaire Rosa Luxembourg, pourtant très critique à l'encontre du socialisme parlementaire prôné alors par Jaurès. Jaurès présente ensuite sa thèse principale de la réalité du monde sensible. Entre-temps, en 1891, il aura traité de la question religieuse et du socialisme dans un texte qui restera inachevé et longtemps inédit. Pour lui, enseigner la philosophie et soutenir les luttes ouvrières, c'est participer d'un même mouvement à l'émancipation de ceux qui auront et qui ont à gagner leur vie en travaillant. Jaurès est un intellectuel engagé pour qui, assurément, la philosophie rationaliste est libération de la pensée et l'action, la vérité de l'homme. Il veut être de son temps, il le sera, par l'action autant que par la parole et par l'écrit. Et on sait que Jean Jaurès aura marqué ses contemporains par sa capacité d'analyse de la société française, comme par son éloquence et son sens de la communication politique. On l'a surnommé souvent Jean Chrysostome, autrement dit Jean à la bouche d'or, en référence au patriarche de Constantinople, père de l'Église grecque du IVe siècle après Jésus-Christ, fameux lui-même pour son éloquence. Orateur hors pair en effet, Jaurès était en effet capable, je l'ai dit tout à l'heure, de parler pendant 3 heures sans note. Il a prononcé des discours mémorables sur l'école, sur le travail, sur les retraites, sur la finance, sur la corruption des élites bourgeoises, ça vous dit quelque chose, sur la violence patronale et coloniale, sur la justice, sur les relations franco-allemandes, sur la place des églises dans la cité. Il fut même, comme l'a dit un de ses principaux biographes, le professeur d'université Jean-Pierre Rioux, une voix qui voulait dire vrai. Et outre ces 2 thèses universitaires que je viens d'évoquer, Jaurès a écrit une imposante histoire socialiste de la Révolution française qu'il a publiée entre 1901 et 1904, dans laquelle idéalisme et déterminisme se conjuguent. Il a rédigé cette histoire sous la triple inspiration d'un historien du XIXe siècle très connu, Jules Michelet,
qui a écrit lui-même une monumentale histoire de France, de Plutarque, un biographe grec du 1er siècle, auteur des vies parallèles ou des vies des hommes illustres, et bien sûr, troisième inspiration du matérialisme dialectique marxiste. D'ailleurs, pour Jean Jaurès, l'histoire, la science historique, ne saurait être purement académique, ainsi qu'il le déclare lors d'un débat à la Chambre des députés en 1906. Selon lui, je le cite, « Il est impossible aux hommes de comprendre vraiment le passé avec ses grandeurs et ses luttes, s'ils ne sont pas eux-mêmes mêlés à la vie de leur temps, à ses grandeurs, à ses batailles, à ses misères. » Ajoutant que lui, le pacifiste internationaliste, mais aussi le patriote républicain, est l'auteur en 1910 d'un rapport parlementaire, puis en 1911 d'un ouvrage intitulé « L'Armée nouvelle », où il expose les 3 postulats du patriotisme qui est le sien et qu'il a déjà formulé dans les colonnes du journal La Dépêche de Toulouse au moment de la crise marocaine de 1905. Alors je rappelle ces 3 postulats. Pour Jaurès, premier postulat, l'existence de patrie autonome, indépendante et pour lui nécessaire à l'humanité. Deuxièmement, le devoir de tous les citoyens est d'être passionnément attachés à la paix, non par faiblesse ou par lâcheté, mais parce que la guerre est une barbarie. Troisième postulat, si malgré tout la guerre éclate, Jaurès répète que le devoir de tous les citoyens est de lutter pour l'indépendance de leur patrie. Il défend donc dans l'Armée nouvelle le primat du pouvoir politique sur le pouvoir militaire et propose de réformer l'armée française en la dotant de cadres et d'une stratégie de défense républicaine, car pour lui, cette armée, où domine alors un esprit de caste réactionnaire et anti-républicain, ne doit pas être un instrument de conquête ni d'oppression, elle doit être le peuple organisé pour la défense du sol. Ainsi, ce concept, il l'emprunte, évidemment, lui qui est un historien de la Révolution française, à la notion de levée en masse du peuple français pour défendre la révolution attaquée par les immigrés et l'Europe de Koblenz. Jaurès est enfin un grand journaliste. Il donnera des milliers d'articles à des revues, à des journaux de province, comme la Dépêche de Toulouse que j'ai citée, où il fera ses débuts de journaliste en début janvier 1887 et il y signera 1312 articles. Ou encore la Petite République socialiste dans laquelle il fera paraître une série d'articles pour la défense du capitaine Dreyfus. Il y dénoncera aussi les dangers de guerre dont sont porteuses les compétitions coloniales et le capitalisme. Enfin, il fondera en avril 1904 le journal L'Humanité, où il écrira quelques 2650 articles. Ainsi, par goût personnel et disposition naturelle, par sa formation et sa profession, Jaurès réfléchit, Jaurès écrit, Jaurès parle, mais il agit aussi, car pour lui, il faut aller à l'idéal en passant par le réel. Or, le réel, c'est le monde économique et social, idéologique et politique qui l'entoure et dans lequel il veut être partie prenante pour en changer le cours. Une attention constante portée à la question sociale, une volonté de fonder un socialisme démocratique et républicain l'amène à s'engager dans de très nombreuses luttes ouvrières, paysannes, syndicales, intellectuelles et politiques. Ses écrits nombreux, autant que ses actes, témoignent de ce choix essentiel et existentiel. Sa seconde vie sera donc celle de l'engagement politique au service des damnés de la terre que chante l'Internationale d'Eugène Pottier et Pierre Végétaire depuis la Commune de Paris. Bien sûr, un engagement au service du socialisme. Il y est et il y sera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Son parcours politique le conduira d'un républicanisme laïque modéré au socialisme démocratique et républicain, et nous allons suivre Jaurès sur ce deuxième itinéraire. Après une tentative de restauration monarchique et le retour de l'ordre moral clérical sous la présidence de MacMahon, duc de Magenta, qui avait succédé à Thiers à la tête de la Troisième République
proclamée en 1870 après la chute du Second Empire, les lois constitutionnelles qui fondent cette République ne seront votées qu'en 1879. Et il faudra attendre les années 1880 pour que la loi républicaine impose non sans mal les libertés que nous connaissons encore aujourd'hui, la liberté de réunion publique sans autorisation préalable, celle de la presse, celle aussi d'association pour les ouvriers et pour les patrons. C'est à ce moment-là que Jaurès fait son entrée en politique dans les rangs républicains lors des élections législatives de 1885 où il est élu grâce au vote des mineurs et des verriers de Carmaux dans le Tarn. Le voici député du Tarn à 26 ans. Il est alors le plus jeune député de France. Il adhère pleinement à l'œuvre législative importante de cette République opportuniste 1880-1889 et notamment à sa politique de défense d'un enseignement laïque, obligatoire et gratuit pour tous, contre le cléricalisme puissant de l'Église catholique de France. Signalons ici, c'est aussi important pour connaître Jaurès, que l'anticléricalisme de Jaurès, entendons-nous bien, c'est-à-dire son refus que la République soit guidée par une croyance religieuse et une Église qui dicterait la loi commune, est aux antipodes de l'athéisme militant de certains radicaux et des milieux anarchistes. Il partage plutôt le point de vue de Jules Ferry, comme ce dernier l'exprime dans une lettre aux instituteurs le 17 novembre 1883, je le cite, « L'instruction laïque appartient à l'école, il faut distinguer le domaine des croyances qui sont personnelles, libres et variables, de celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous. » Fin de citation. Mais Jaurès est très trop déçu par ses amis politiques. Ces derniers sont des républicains conservateurs sur le plan social. Ce sont des opportunistes, ils seront bientôt radicaux, ils sont peu soucieux de transformation sociale et plus encore hostiles à toute révolution sociale qui porterait atteinte aux intérêts du capitalisme libéral en plein essor. Ils répugnent notamment à ce que la question sociale soit posée ou résolue autrement que par l'aumône ou l'organisation de la charité ou encore le paternalisme, voire la répression. Car comme le Second Empire, la Troisième République bourgeoise n'hésite pas à envoyer la police et l'armée contre les grévistes. La fusillade de Fourmi en donnera l'exemple le 1er mai 1891. De grandes grèves, singulièrement celles des mineurs et des verriers de Carmaux en 1892 et 1895, que Jaurès soutient personnellement et sur place, secouent la France en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Elles seront pour lui aussi révélatrices que pour le député Victor Hugo, que j'évoquais tout à l'heure, les sordides caves de Lille où s'entassaient en 1851 les ouvriers du textile du Nord. Un Hugo qui, 40 ans plus tôt, s'écriait alors, je le cite, « Nous sommes en face du problème social » et voyait déjà la cause de la situation misérable du prolétariat dans ce qu'il appelait, je le cite encore, notre exécrable système financier et économique. Texte de 1851. Devenu, dès 1885, on l'a vu, l'élu des mineurs et des verriers de Carmaux, Jaurès, le philosophe idéaliste et rationaliste, confronté à la dure réalité de la lutte des classes, va travailler désormais à l'avènement d'une république sociale et bientôt socialiste. Car pour lui, être un intellectuel engagé dans son époque, c'est choisir l'action politique en se donnant pour mission de faire fructifier les héritages progressistes du passé, notamment ceux de la Grande Révolution française, pour mieux les diffuser et en compléter les résultats en les améliorant sans cesse. Sa sensibilité à la misère sociale et la réflexion philosophique le convainquent que seule la République peut permettre l'avancée des idées progressistes en les traduisant par des lois qui garantissent à la fois la liberté de penser et le bien-être matériel des populations. Selon Jaurès,
La République ne doit pas être le bien exclusif d'une oligarchie capitaliste et de notables, mais celui de tous. La chose publique, c'est la traduction de République, res publica, la chose publique. C'est la définition première de la République. Sa conviction est faite qu'une seule voie mène à cette République, le socialisme. Ce républicain dans l'âme, enthousiaste mais critique, ce jeune député, alors proche de Jules Ferry, partisan en 1885 d'un colonialisme civilisateur, apportant aux indigènes des pays lointains les lumières de la connaissance et le progrès, il évoluera. Lui qui participe à la fondation de l'école laïque, qui combat la pauvreté et réclame un logement décent pour tous, va épouser la cause du peuple et du socialisme en 1892. Et cet engagement sera définitif, infatigable. Il va lui consacrer une intelligence, une générosité, une culture et une éloquence exceptionnelle. Mais de quel socialisme Jaurès se fera-t-il le porte-parole à la Chambre des députés comme dans le pays? La question vaut d'être posée, car le socialisme français, s'il se donne pour but de transformer profondément la société française en la débarrassant des iniquités sociales, est alors très divers et profondément divisé. Après l'écrasement des communes, celle de Paris la plus connue et la plus accomplie, le socialisme renaît de ses cendres et redevient peu à peu une force politique à la fin des années 1880. Le Congrès de Marseille en 1879, celui du Havre en 1880, celui de Saint-Étienne en 1882, cependant confirment que ce socialisme est dépourvu d'une unité de pensée et d'action. Il est émietté en chapelles rivales et antagonistes qui se rattachent à 6 courants au moins: l'anarchisme, le blanquisme, le possibilisme, l'allemanisme, le guédisme marxiste et le socialisme indépendant, qui regroupe des anciens communards et des déçus du radicalisme opportuniste au pouvoir. Et parmi ces derniers, une personnalité va se dégager, celle de Jean Jaurès. Jean Jaurès est un homme de synthèse. Il veut concilier matérialisme et idéalisme, collectivisme et liberté, patriotisme et internationalisme. Il s'attache à promouvoir un socialisme humaniste et républicain, tout en travaillant à réaliser l'unité socialiste sur cette orientation. La volonté unitaire qui anime Jaurès n'est pas de circonstance ou de façade. Elle est pour lui un impératif catégorique qui se manifeste par exemple jusque dans son projet d'associer tous les courants du socialisme français d'alors dans l'entreprise de rédaction d'une vaste fresque de la France contemporaine. Cela n'aboutira pas et il s'attellera seul à l'écriture de sa grande histoire socialiste de la Révolution française. Jaurès n'aura de cesse de s'efforcer de parvenir à l'unification des socialismes français en dépit de la fameuse controverse des deux méthodes qui va l'opposer en permanence au chef de file des socialistes marxistes français, Jules Guesde, qui fut, on l'ignore souvent, lui aussi un tribun réputé. Entre Jaurès, on dit le réformiste. Aujourd'hui, avec le recul et l'étude de sa pensée et de ses actes, on préférerait l'évolutionniste. L'évolutionniste révolutionnaire, le rassembleur, et Guesde, de l'autre côté, la rupture immédiate révolutionnaire, dont il est le partisan et parfois dogmatique. L'histoire anecdotique a retenu leur première rencontre à Toulouse, le 27 mars 1892. Cette entrevue va confirmer leur divergence et la difficulté de réaliser l'union politique et syndicale du mouvement ouvrier français. 8 années plus tard, le 26 novembre 1900, à l'hippodrome de Lille, 8000 militants socialistes de toutes tendances vont assister à une réunion contradictoire entre Jaurès et Jules Guesde. Et ce débat éclaire ce qui divise sur le fond, et on pourrait dire presque jusqu'à notre époque, les socialistes français en ce début du XXe siècle. Ils partagent certes la même critique
d'une troisième république bourgeoise qui ne veut pas aller jusqu'au bout de sa propre définition démocratique, en laissant le peuple, et notamment la classe ouvrière, à l'écart. Mais si ces limites, cet inachèvement, cette incomplétude nourrissent une aspiration commune au socialisme, à Lille, les deux tribuns s'expliquent et vont s'opposer sur les deux méthodes pour y parvenir, la voie réformiste et la voie révolutionnaire, l'évolution ou la rupture. Et il faudra encore 5 années pour arriver au compromis de 1905 entre jaurécisme et gaullisme et la création du Parti socialiste unifié, SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Au tournant du 19e et du 20e siècle, les mouvements sociaux sont un point de rencontre essentiel